Bienvenue sur la chaîne résumée du film. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action, de drame et de détective de 2011 intitulé Source Code. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. Le train se dirige vers Chicago. Le capitaine Colter Stevens, un pilote de l'armée, se réveille dans le train sans savoir où il se trouve. Christine commence à lui parler et l'appelle Sin. Il parcourt le train, distrait par chaque mouvement, si bien qu'il ne répond même pas au conducteur lorsqu'il demande un billet. Coulter est également nerveux pour Christine lorsqu'elle essaie de l'aider à trouver son billet. Elle demande pourquoi il agit si bizarrement, mais Colter dit qu'il ne sait pas qui elle est. Il se lève et sort une seconde, essayant de comprendre où il est, mais revient s'asseoir à côté de Christina. Soudain, il voit son reflet dans la fenêtre, montrant un visage différent. Coulter va à la salle de bain et se regarde dans le miroir, voyant quelqu'un d'autre. Il ouvre son portefeuille et y voit le même gars. Christine l'attend devant les toilettes. Il lui dit qu'il ne connaît ni Sin ni elle. Soudain, le train explose. Coulter se réveille ailleurs, entendant la voix d'une femme qui lui dit qu'il est dans le château siégé et lui demande s'il va bien. Il est toujours confus et ne peut répondre à aucune des questions que la voix désincarnée lui pose. La voix veut seulement savoir ce qui s'est passé dans le train et d'où venait l'explosion. Colter lui demande qui elle est et elle lui apparaît sur le moniteur en lui disant qu'il le sait déjà. Elle lui dit qu'ils vont lui rendre la mémoire et commence la procédure mnémotechnique. La femme lui lit un message et des visuels d'accompagnement apparaissent sur l'écran. Colter n'y prête pas attention et tente de se lever de son siège pendant que la femme continue l'exercice. Soudain, il se souvient de certaines parties de l'exercice et répète ce qu'il a entendu auparavant. Elle demande son nom et Coulter l'appelle Goodwin. Le docteur Rutledge apparaît brièvement sur le moniteur, vérifiant quelque chose, puis Coulter demande à parler à son père. Goodwin l'interrompt et pose des questions sur la bombe du train. Elle dit que le fait que Christine l'appelle par un autre nom n'a pas d'importance. Il ne sait pas qui a explosé le train, alors Goodwin dit qu'il va retourner à l'intérieur pour 8 minutes. Coulter pense être dans une simulation, mais Goodwin ne lui donne aucune information sur son statut. Elle insiste simplement pour qu'il se renseigne sur le train. Trouvez la bombe et vous trouverez le coupable. Coulter retourne dans le train. Christine lui dit qu'elle l'a prévenu au travail et qu'elle va être transférée au LSAT. Il entend une canette de soda s'ouvrir et une femme renverser du café sur ses chaussures. Coulter dit que c'est le même train, mais qu'il est différent, ce que Christina comprend comme une sorte de déclaration profonde. Il active le minuteur de sa montre et dit que tout semble si réaliste, toujours convaincu qu'il est dans une simulation. Coulter regarde autour d'elle à la recherche d'un éventuel terroriste et se jette sur le gars, lui demandant pourquoi il est en retard. Le type fait une blague et Christine lui dit qu'il est un comédien. Le capitaine regarde autour du train pour trouver quelque chose d'inhabituel et voit l'élève rendre le portefeuille de quelqu'un. Coulter remonte dans le train et se souvient qu'une explosion a eu lieu derrière lui. En allant aux toilettes, il remarque que la bouche d'aération a été trafiquée et en l'ouvrant, il trouve enfin la bombe. Il commence à parler à Goodwin, pensant qu'elle peut l'entendre et lui indique comment désarmer l'explosif. Colter laisse la bombe telle qu'il l'a trouvée et a une autre idée sur la façon de trouver le coupable. De retour dans le wagon, il ment aux gens en leur disant qu'il est chargé de la sécurité des transports et qu'il y a eu une sorte de faille dans la sécurité et qu'ils doivent donc arrêter d'utiliser leur appareil électronique. Personne ne le croit vraiment et lorsqu'il voit l'homme toujours assis devant son ordinateur portable, il le fait taire, le frappe au visage et lui brise la mâchoire. Christina se précipite pour aider le gars et Coulter lui dit de ne pas s'inquiéter car ni lui ni elle ne sont réels. Le train explose et le capitaine revient. Goodwin lui dit de stabiliser et de baisser le pouls du capitaine. Elle lui demande s'il a trouvé la bombe et lui répond que oui. Mais Coulter demande à parler au docteur Rutledge, car il a découvert qu'il est son commandant. Colter pense qu'il était en Afghanistan il y a seulement 2 jours, mais Goodwin explique que c'était il y a 2 mois. Le capitaine est toujours confus mais répond à ses questions sur le train. Elle lui dit qu'il n'est pas dans une simulation et que de vraies vies sont en jeu. Coulter veut en savoir plus avant de poursuivre la mission. Goodwin demande à Rutledge si elle peut lui dire quelque chose et quand il confirme que oui, Goodwin lui dit que le train dans lequel il se trouvait a déjà explosé ce matin et que des attaques similaires se poursuivent. Sin Fentress était dans ce train et maintenant Coulter et lui. Il ne comprend pas encore, mais il continue à insister sur l'information. Coulter lui dit qu'il a trouvé la bombe et avec quel détonateur elle fonctionnait. Goodwin explique que la détonation a dû se produire au même moment que le passage du train de marchandises pour que les deux explosent. L'auteur de l'attentat a dû être assez proche pour voir quand il allait faire exploser la bombe. Elle lui dit de se concentrer sur les passagers de son wagon et de ne s'occuper que des tâches qu'elle lui a confiées. Il le renvoie.
Coulter se réveille dans le train au milieu de la même conversation. La femme renverse du café sur les chaussures de Christine. Mais elle est très gracieuse, ce que Coulter commente. Il croit qu'elle est réelle maintenant. Coulter interroge le conducteur sur le comportement des passagers du train et l'homme répond que c'est lui qui a l'air étrange. Il demande ensuite à Christine si quelqu'un lui semble suspect, lui dit de s'asseoir à côté de lui et de considérer cela comme un jeu. Elle plaisante sur toutes les personnes présentes dans le wagon, ne le prenant naturellement pas au sérieux, notant qu'il connaît mieux les gens qu'elle parce qu'il leur parle tout le temps. Soudain, Coulter remarque un type qui sort des toilettes et Christina commente qu'elle ne le fera pas. En parlant des immigrants. Christina remarque qu'il est la seule personne qu'elle a vu sortir des toilettes aujourd'hui. Ces mots le faisant réfléchir une seconde. Coulter fouille dans les affaires de Sin mais ne trouve que son nom dans son carnet. Il veut poursuivre le type qu'il a vu plus tôt et oblige Christine à l'accompagner. Coulter lui dit d'attendre à l'extérieur du poste pendant qu'il suit le type dans les toilettes. Il l'entend tomber malade et le regarde de plus près, ce qui le met très mal à l'aise. Le gars part et Coulter le suit. Le capitaine s'assied sur le banc sur lequel il est assis et lui demande d'emprunter son téléphone. Le type demande qu'on le laisse tranquille et s'éloigne tandis que Coulter l'attaque et continue de demander à voir son téléphone. Soudain, une bombe explose et il pense que le type pourrait être un terroriste. Il attaque à nouveau et l'homme le pousse sur les rails. Coulter ne se relève pas à temps et est percuté par un train qui arrive. Il se réveille ailleurs, mais il n'entend ni le château assigné ni Goodwin. La pièce est glacée et commence à s'éteindre. L'homme qui travaille avec Goodwin lui dit qu'il a des problèmes. Ils vont ensuite tous les deux voir Rutledge, qui leur explique que personne n'a jamais été dans une situation comme la sienne. Et qu'ils doivent continuer à lui envoyer des signaux pour voir s'il réagit à l'un d'eux. Pendant ce temps, Coulter trouve une trousse à outils et parvient à relancer l'électricité là où il se trouve. Il commence à entendre des voix déformées alors que Rutledge s'assoit devant l'ordinateur de Goodwin. Coulter l'entend lui lire un passage et l'interpelle alors que Rutledge se prépare à partir. Le docteur lui dit que c'est lui qui a inventé ce qui est à l'intérieur et confirme qu'il est aux commandes. Lorsque Coulter dit qu'il a sauvé un passager du train, Goodwin revient et poursuit la conversation. Elle lui explique que sauver les gens dans le train n'est pas son travail. Coulter insiste sur le fait qu'elle a survécu, mais Rutledge explique qu'elle n'a survécu que dans le code source. Lorsque Coulter demande ce que cela signifie, il essaie de le simplifier pour lui. Le code source n'est pas une machine à voyager dans le temps, mais quelque chose qui ressemble davantage à une redistribution du temps. Il ne peut que retourner là-bas et rapporter ce qu'il a vu dans une réalité parallèle à travers les yeux de Sin Fentress, qui est son lien. Coulter insiste sur le fait qu'il a sauvé la fille, alors Goodwin demande son nom et la recherche dans la base de données. Elle informe Coulter que Christine est morte ce matin-là dans le train. Il ne comprend toujours pas, mais ils doivent le renvoyer car on soupçonne une deuxième attaque terroriste dans le centre-ville de Chicago. Il pense que les terroristes vont activer une bombe sale cette fois, donc la ville est évacuée. L'armée pense que s'il peut découvrir qui a fait exploser le train, une deuxième attaque pourrait être évitée. Avant de le renvoyer, Goodwin lui parle d'une arme qu'il pourrait trouver dans le train et lui donne la permission d'utiliser la force si nécessaire. Lorsque Coulter se réveille dans le train, il est très déçu de voir que Christine est là. Il parle un peu et on voit qu'il tombe lentement amoureux d'elle. Cependant, Coulter a une mission et il se lève pour la mener à bien. Il va chercher l'arme et la trouve exactement là où Goodwin lui a dit. Malheureusement, le conducteur l'attrape alors qu'il grimpe dans le coffre avec l'arme. Il pointe son arme sur lui lorsqu'un second conducteur le coupe d'un choc électrique. Coulter se réveille à nouveau dans le train et voit Christina à côté de lui, qui lui demande ce qu'il fait. Il ne sait pas quoi lui dire, mais réalise qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors il lui demande ce qu'elle ferait si elle n'avait qu'une minute à vivre. Coulter dit qu'il aurait appelé son père et se serait excusé. Christina lui dit que tout ira bien et c'est alors qu'une bombe explose à nouveau dans le train. Avant de se réveiller ailleurs, Coulter a d'étranges visions impliquant Christine. Il dit à Goodwin que l'arme n'était pas la meilleure idée et qu'il veut parler à son père. Elle le repousse en disant qu'elle va essayer de le faire. Coulter lui demande comment il s'en sort car il ne comprend pas le processus. Elle s'écarte pour lui montrer où il est détenu et lui dit qu'elle n'a pas été de l'autre côté du code source parce que les spécifications sont extrêmement étroites pour un candidat viable. Goodwin ne veut pas perdre plus de temps et après qu'elle lui ait assuré qu'il se débrouille bien, il le renvoie vérifier les affaires des passagers. Coulter retourne dans le train. Il est en train de dessiner l'insigne militaire que Goodwin lui a montré quand Christine s'approche de lui. Coulter lui demande de retrouver son ami disparu en Afghanistan et lui donne son vrai nom pour le rechercher. Soudain, il se méfie de l'homme au téléphone. Il s'approche de lui, prend son sac et le fouille, à la recherche de quelque chose. Coulter remarque que la femme porte un sac du centre médical de l'armée et s'approche d'elle pour discuter. Il lui demande ce que sont les lettres sur le patch.
Elle lui explique que c'est l'abréviation de Air Force et que le N est celui de Nellis. Coulter lui demande son téléphone et appelle la base aérienne de Nellis. Il demande Rutledge et demande à l'opérateur de lui dire que le capitaine Colter Stevens l'appelle. Christine le retrouve et lui annonce que l'ami qui lui a demandé de retrouver est mort, tué au combat il y a 2 mois. Soudain, Colter a des souvenirs d'Afghanistan et il entend à nouveau la voix de Goodwin qui le guide dans un exercice mnémotechnique. Lorsqu'il se réveille ailleurs, il demande immédiatement à Goodwin s'il est mort. Il lui dit qu'il a trouvé un article sur internet qui dit exactement cela. Et que son père a reçu une médaille posthume pour lui. Elle lui dit qu'il doit se concentrer sur le train et que rien d'autre ne compte. Coulter insiste pour le savoir et Goodwin lui révèle une partie de la vérité. Cette partie de son cerveau est toujours active, mais son corps est une illusion. Coulter lui demande s'il imagine qu'il est dans la capsule et que celle-ci commence à s'effondrer. Elle confirme que la capsule est aussi une illusion, mais ne lui dit pas où est stocké son vrai corps. Rutledge intervient, disant qu'il doit être envoyé dans le train pour pouvoir empêcher une autre attaque. Coulter n'est toujours pas d'accord avec le fonctionnement du code source et dit à Rutledge qu'il l'a appelé ce matin du train. Le médecin lui dit qu'il n'a reçu cet appel et que même s'il l'avait reçu, la réalité aurait été différente. Rutledge recevant cet appel aurait été un Rutledge complètement différent. Coulter a besoin d'être convaincu, alors le docteur lui dit que le projet a été sanctionné par une cour martiale. D'ailleurs, de nombreux autres soldats auraient choisi une option préférable à la mort, une chance de continuer à servir leur pays. Coulter s'oppose à cette affirmation selon laquelle, pour de nombreux soldats, une seule mort est suffisante. Rutledge promet de le laisser mourir s'il accomplit la mission. Avant de le renvoyer dans le train, Rutledge insiste sur le fait que 2 millions d'Américains dépendent du succès de sa mission et que s'il ne tient pas à sa vie, il devrait tenir à la leur. Rutledge entreprend ensuite de faire remonter Cutler dans le train, encore et encore, sans aucune pause entre les deux. Il dit aux soldats qu'ils continueront à faire ça jusqu'à ce qu'ils trouvent le terroriste. Coulter dit qu'il ne peut pas le faire, et Rutledge le manipule pour lui faire écouter une cassette de l'interview de son père après sa mort, où il regrette qu'il ne se soit jamais compris. Coulter dit à Rutledge de le renvoyer. Coulter est de retour dans le train et va directement aux toilettes, à la bombe. Il sort le téléphone du détonateur de la bombe et appelle le seul numéro de téléphone du journal des appels. L'homme répond alors que Coulter avance dans le train. Il lui dit de faire demi-tour, mais l'homme en face de lui l'entend et fait demi-tour. Coulter s'assied à côté de lui et le menace avec une arme, lui disant qu'il ne peut tuer personne. L'homme jure qu'il parlait à sa femme, alors il l'oblige à rappeler le numéro. Soudain, un autre téléphone sonne et il s'excuse auprès de l'homme. Le capitaine entend le téléphone à l'extérieur et suit le gars. Il le voit remettre son portefeuille dans le train et apprend enfin son nom, Derek Frost. Les portes se ferment, alors il les ouvre avec la poignée de secours et saute pour le suivre. Coulter le voit monter dans un van blanc et s'approche de lui. Il montre son téléphone à Derek, mais celui-ci fait semblant de ne pas reconnaître le portable. Coulter sait que c'est lui, alors il lui montre la deuxième bombe dans le van. Il examine la bombe et lui demande où est sa prochaine cible quand Christine se présente. Derek tire sur les deux. Coulter est toujours en vie, alors Derek lui fait tout un discours sur les raisons de son action. Son explication est que le monde est un enfer et qu'il doit être reconstruit. Pour que le monde soit reconstruit, il faut qu'il soit détruit. Derek monte dans le van et les laisse là. La bombe dans le train explose quand même. Lorsque Coulter retourne dans la capsule, il voit les images précédentes plus clairement. Dès son retour, il parle à Goodwin et Rutledge du poseur de bombes et de la camionnette dans laquelle il est monté. Il confirme que la seconde bombe est radioactive. Rutledge et Goodwin le félicitent et lui disent que sa mission est terminée. Avant qu'il ne le quitte, il demande à être renvoyé pour essayer de sauver des gens avant de mourir. Pendant ce temps, l'armée arrête Derek Frost avant qu'il ne puisse faire exploser une deuxième bombe. Rutledge reçoit la confirmation de son projet par ses supérieurs et Goodwin retourne parler à Coulter. Il parle des possibilités de réalité parallèle et des différentes versions de personnes qui pourraient s'y trouver. Goodwin explique qu'il n'a vu que des ombres ou des images résiduelles de personnes mortes dans le train. Et lui dit qu'il ne peut pas changer le passé, mais Coulter insiste sur le fait qu'il y avait une mèche sur l'explosive qu'il n'avait pas vue auparavant et qu'elle se trompe. Coulter la supplie de le renvoyer sans approbation, puis de l'éteindre. Elle a du mal à prendre une décision, mais le fait quand même, en lui disant qu'à la fin de son code source, elle mettra fin à son maintien en vie. Coulter lui dit qu'il va sauver Christina. Goodwin dit que c'est un honneur et lui souhaite bonne chance. Coulter retourne dans le train pour la dernière fois. Il invite Christina à prendre un café et elle accepte avec plaisir. Coulter lui demande de lui laisser quelques minutes pour sauver le monde. Il se dirige instantanément vers la bombe et enlève le premier et le deuxième détonateur. Il passe ensuite devant Derek et vole les menottes du conducteur.
Alors que le code source est actif, Rutledge reçoit de bons échos de ses supérieurs lorsque Goodwin entre dans son bureau. Il lui demande d'effacer la mémoire de Colter et de le préparer au nouveau code source. Rutledge n'a pas l'intention de le laisser mourir, à la grande désapprobation de Goodwin. De retour dans le train, Colter empêche Derek de descendre du train et le menotte à un support. Il lui montre son téléphone et appelle la police, leur disant tout sur Derek et la bombe radioactive dans le van. Coulter prend son téléphone. Il envoie un email à Goodwin depuis son téléphone et appelle son père. Colter lui dit qu'il est l'ami de son fils et qu'il voulait lui demander pardon avant de mourir. Pendant ce temps, Goodwin se rend à l'endroit où ils détiennent son corps et ouvre la caméra, voyant l'état dans lequel il se trouve. Le père de Colter dit qu'il aimerait dire à son fils combien il l'aime. Colter dit qu'il le sait. Le capitaine retourne auprès de Christine. Rutledge reçoit un appel indiquant que Goodwin est près du corps de Coulter. Il demande à MP de le rejoindre dans la chambre de Colter et tente d'ouvrir la porte. Goodwin attend que les 8 minutes de Colter soient écoulées. Dans le train, Coulter demande à Christine ce qu'elle ferait si elle avait moins d'1 minute à vivre. Elle dit qu'elle en aurait utilisé chaque seconde. Coulter l'embrasse. Goodwin coupe les systèmes de survie et les flics courent à l'intérieur pour voir le corps de Coulter. De retour dans le train, l'explosion n'a jamais eu lieu. Coulter dit que tout va bien se passer. Christine et lui se promènent jusqu'à Chicago Bean. Et Colter se rend compte que les visions qu'il a eues pendant la traversée datent du même moment.